Le 12 octobre 2025, un convoi de plus de 100 camions s'est aventuré sur la route de Bogan-Mani, une route longtemps abandonnée et maudite au cœur du Burkina Faso. Ce jour-là, sous le commandement d'Ibrahim Traoré, une mission audacieuse a été lancée. Rouvrir cette voie dévastée, marquée par la guerre et les embuscades. Mais ce n'était pas simplement une opération militaire. C'était la renaissance d'un pays, une démonstration que l'espoir pouvait renaître même dans les endroits les plus impitoyables. Ibrahim Traoré savait que la route ne symbolisait pas seulement la mobilité, mais la survie d'une nation. Pourquoi risquer tant pour cette route ? En engageant ce convoi, Ibrahim Traoré a pris un pari audacieux. La route de Bogan-Mani, autrefois un symbole de l'isolement et de la peur, devenait désormais le terrain d'une expérience stratégique radicale. En sécurisant cette route, il ne s'agissait pas simplement de restaurer une infrastructure, mais de donner à la nation une nouvelle chance de respirer. La promesse derrière cette mission était claire. Si nous ouvrons cette route, nous redonnons de l'espoir au Burkina Faso. Mais les enjeux étaient immenses. Il ne suffisait pas de restaurer un axe de circulation, il fallait garantir la sécurité des civils et assurer la confiance d'une population traumatisée. C'était un test de leadership et de résilience pour Ibrahim Traoré et son armée. Les observateurs étrangers s'inquiétaient de la viabilité de cette méthode. Cependant, l'idée de sécuriser le pays par le mouvement, plutôt que par des garnisons statiques, est rapidement devenue une doctrine nationale. C'était plus qu'une mission militaire, c'était un défi civilisationnel. Le 12 octobre 2025, Ibrahim Traoré a lancé l'opération la plus risquée de sa carrière. Le convoi, formé de 100 camions blindés, s'est élancé sur la route de Bogan-Mani, une route dévastée par des années de guerre et d'abandon. Cette route, surnommée la route du silence, symbolisait la peur, l'isolement et la guerre sans fin. Depuis des années, aucun convoi n'avait osé l'emprunter sans être attaqué ou piégé. Mais sous le commandement de Traoré, ce même itinéraire devenait un chemin de renaissance. Le concept derrière cette opération était radical. Sécuriser les corridors vitaux du pays, plutôt que de multiplier les garnisons militaires, comme cela se faisait traditionnellement. L'armée burkinabé ne cherchait pas seulement à reprendre le territoire, mais à prouver qu'elle pouvait redonner vie au pays, en utilisant la mobilité comme levier de souveraineté. Cela allait au-delà d'une simple manœuvre militaire. C'était un pari sur la confiance et la résilience de l'ensemble de la nation. La route, une fois sécurisée, pourrait rouvrir l'accès au marché, à l'éducation et aux services essentiels, tout en démontrant qu'un pays dévasté pouvait se reconstruire sans une présence militaire étrangère. Mais ce pari n'était pas sans risque, la route de Bogan-Mani était parsemée de mines, d'embuscades et de dangers imprévisibles. Chaque étape était un test de discipline, de courage et de stratégie. Le véritable défi n'était pas de contrôler l'axe, mais de créer un espace sécurisé où les gens pourraient vivre à nouveau sans la peur constante des attaques. La mission allait au-delà de la simple réouverture d'une route. Il s'agissait de redonner à tout un peuple sa dignité, sa liberté de mouvement, et plus important encore, son espoir. Au cœur de l'opération, le capitaine Lynx, un homme d'une détermination sans faille, incarne l'esprit de la nouvelle doctrine de sécurité par corridor d'Ibrahim Traoré. Tandis que le convoi avançait lentement à travers le désert de Serba, Lynx, armé de son regard perçant et de sa concentration intense, refusait de rester en arrière dans la sécurité du poste de commandement. Il marchait aux côtés de ses hommes, faisant preuve d'un leadership direct au milieu du danger. Sa présence sur le terrain n'était pas seulement une question de stratégie militaire, elle incarnait la promesse d'une armée proche du peuple, prête à se sacrifier pour sa propre nation. Le rôle du capitaine était crucial, il n'était pas seulement là pour superviser, mais pour comprendre, pour ressentir l'intensité du moment. Chaque pas qu'il faisait dans le sable, chaque décision qu'il prenait redéfinissait ce que signifiait être un leader dans une guerre moderne. Lorsque des alertes de mines ont été reçues, il a ordonné aux soldats de ne pas paniquer, mais de rester concentrés. Le calme et la méthode étaient ses armes les plus puissantes. Sous sa direction, la discipline et la solidarité ont remplacé la peur. Mais au-delà de son rôle militaire, ce voyage a eu un effet profond sur la psychologie de la nation. À chaque kilomètre parcouru, la route, jadis symbole de l'abandon et du silence, se transformait en un témoin de l'engagement de l'armée et de la population. Chaque village traversé était une nouvelle victoire, non seulement contre les insurgés, mais contre la peur elle-même. Le convoi s'élança tôt le matin, brisant le silence d'un désert de Serba qui semblait figé dans le temps. L'élément de surprise était capital. Ibrahim Traoré avait ordonné de ne pas informer les insurgés de l'itinéraire.
tout comme il avait ordonné de garder les mouvements secrets afin de déjouer toute embuscade. Le convoi avançait à une vitesse contrôlée, chaque camion suivant le précédent à une distance précise. Les moteurs rugissaient, mais chaque homme restait concentré, vigilant. La stratégie de Traoré était claire. Une armée en mouvement, c'est une armée vivante. Chaque étape parcourue n'était pas simplement une distance géographique, mais une victoire symbolique contre le silence et la peur. L'armée burkinabé avançait à travers des kilomètres de sable brûlant, sachant que chaque coin de ce terrain était susceptible de cacher des mines ou des embuscades. Le premier incident arriva après 3 heures de route, lorsqu'une alerte fut donnée par un soldat en avant du convoi. Une pierre déplacée. Le capitaine Lynx n'hésita pas une seconde, il ordonna d'arrêter. Avec calme, il descendit de son véhicule et, après une inspection minutieuse, confirma la présence d'une mine artisanale enfouie dans le sol. Grâce à la vigilance de l'équipe de déminage, le piège fut neutralisé avant qu'il ne puisse causer de dégâts. Les premières heures de ce périple furent marquées par un calme étrange, brisé uniquement par le grésillement des radios. Puis vint un second danger, une embuscade sur un virage serré, où une dizaine d'assaillants tentèrent de surprendre le convoi. Les soldats réagirent immédiatement. Les armes claquèrent dans la chaleur étouffante, mais l'armement lourd du convoi, couplé à l'entraînement militaire de l'armée, permit de repousser l'attaque sans perte majeure. L'attaque n'était qu'un des nombreux défis que l'armée devrait affronter, mais chaque minute qui passait sans autre attaque renforçait la détermination de l'équipe. Chaque piège désamorcé, chaque embuscade repoussée renforçait leur conviction que cette mission, aussi dangereuse soit-elle, pourrait marquer le début d'une nouvelle ère pour le Burkina Faso. Le trajet fut long, chaque kilomètre parcouru exigeait un équilibre subtil entre avancée rapide et vigilance extrême. Au fur et à mesure, des villages apparaissaient dans l'horizon. Ce que ces villages avaient en commun était une absence de vie civile, des marchés fermés, des routes désertiques, des maisons abandonnées. Le passage du convoi raviva l'espoir, mais aussi l'angoisse. La population observait avec méfiance, mais aussi avec un espoir timide, un espoir que les jours sombres de la guerre puissent se dissiper. À la fin de la journée, lorsque la nuit commença à tomber sur le désert de Serba, le convoi se regroupa pour former un campement temporaire. Les camions étaient positionnés en cercle, leurs phares éteints et des lampes rouges éclairaient faiblement l'intérieur du camp. Le silence était presque total, interrompu uniquement par les murmures des soldats et le bruit de l'air qui soufflait sur le sable. Le capitaine Lynx fit sa ronde. Chaque soldat savait que la nuit était tout aussi dangereuse que le jour. Le silence devenait presque oppressant et tout le monde savait qu'une attaque de nuit était imminente. Les sentinelles étaient en alerte maximale, scrutant les ombres qui se dessinaient dans le noir. Ce fut alors qu'une lueur étrange apparut à l'horizon. Un éclat, suivi par une série de tirs soudains. Les assaillants étaient là, dans l'obscurité. Un combat de quelques minutes s'ensuivit, intense mais maîtrisé. Le convoi se remit en marche, plus déterminé que jamais. Ce n'était pas juste une victoire militaire, c'était un changement de mentalité. L'armée burkinabé n'était plus vue comme une force impuissante, mais comme un symbole de résilience et de discipline. Chaque kilomètre parcouru était un pas vers la reconstruction d'un pays qui avait trop longtemps souffert de l'insécurité et de l'abandon. Le succès de l'opération était fondé non seulement sur des décisions stratégiques et des actes de courage, mais aussi sur des données tangibles qui témoignaient de l'efficacité de la mission. Dès les premiers jours de la réouverture de la route de Bogan-Mani, les changements étaient évidents. Les rapports initiaux ont révélé une réduction significative des incidents dans la région, ce qui a renforcé la logique de la stratégie de sécurité par corridor. En l'espace de quelques jours, des centaines de camions ont commencé à circuler, rétablissant ainsi une circulation commerciale régulière, là où il n'y avait eu que des morts et des désertions. Le nombre de véhicules commerciaux a rapidement augmenté, atteignant un chiffre record de 127 véhicules en seulement 10 jours après le passage du convoi militaire. Ce chiffre était bien plus qu'un simple indicateur de mouvement économique. Il représentait une renaissance pour les villages qui avaient été coupés du monde. Les marchés, jadis désertés, ont lentement repris vie. En seulement 2 semaines, 5 puits ont été réparés. Et des kilomètres de routes secondaires ont été réhabilités grâce aux efforts conjoints des ingénieurs militaires et civils. Les répercussions sociales étaient tout aussi significatives. Les communications radio entre les villes de Serba, Dori et Manis ont repris, marquant un regain de connectivité et d'efficacité au sein du pays.
Cet aspect de la mission, qui semblait secondaire, s'est révélé être l'un des plus cruciaux. En rétablissant les canaux de communication, l'armée a créé un système de coordination qui allait au-delà de la sécurité, englobant des initiatives de développement et de reconstruction. Les données sur la sécurité ont également montré une réduction des incidents violents dans la zone. Selon les rapports du ministère de la Défense, les incidents dans le secteur ont diminué de 67% dans les 3 semaines suivant l'opération. Ce chiffre était un tournant majeur, marquant un changement tangible dans la dynamique sécuritaire du pays. Les indices statistiques ne résument pas simplement un succès militaire. Ils témoignaient du début de la guérison du Burkina Faso à travers la revitalisation de ses infrastructures et de ses liens sociaux. L'un des indicateurs les plus significatifs de cette transition a été le retour des familles dans les zones qu'elles avaient fuies. Des villages autrefois abandonnés ont vu un afflux de résidents revenant sur leurs terres, un signe indiscutable de la sécurité croissante de la région. Cette preuve, bien que souvent ignorée dans les analyses géopolitiques classiques, avait un impact beaucoup plus profond que de simples chiffres. Elle représentait le retour de la vie dans des endroits où l'on pensait que la paix était une notion lointaine et inatteignable. En parallèle, les experts ont observé une reprise économique notoire. Les analystes ont noté que les échanges commerciaux interprovinciaux avaient augmenté de 38% dans le mois suivant le passage du convoi. Une telle reprise en si peu de temps a étonné de nombreux experts internationaux qui avaient douté de l'efficacité de la méthode d'Ibrahim Traoré. Cela démontrait, par des chiffres et des faits, que la doctrine de sécuriser par le mouvement pouvait fonctionner. Les données socio-économiques ont corroboré les affirmations d'Ibrahim Traoré. La souveraineté ne se mesure pas seulement par la possession du territoire, mais par la capacité à faire circuler la vie. Les preuves accumulées par cette opération sont devenues la preuve d'un modèle viable, qui allait au-delà des frontières du Burkina Faso, attirant l'attention de pays voisins tels que le Mali et le Niger. Lors de cette opération audacieuse, 2 arguments principaux ont émergé. D'une part, la stratégie traditionnelle de contre-insurrection par une présence militaire massive et, d'autre part, la méthode innovante d'Ibrahim Traoré consistant à sécuriser les corridors essentiels pour la mobilité civile et économique. Les partisans de la méthode classique avaient de solides raisons de douter. Ils soutenaient qu'une telle stratégie pourrait aboutir à une instabilité temporaire, laissant le pays vulnérable à des attaques prolongées tout en risquant d'isoler le Burkina Faso de l'aide internationale. En effet, les experts militaires estimaient que la sécurisation des corridors ne suffirait pas à éradiquer la menace des groupes armés. Cependant, l'approche de Traoré reposait sur un principe fondamental. L'armée ne devrait pas uniquement se concentrer sur la conquête du territoire, mais sur la capacité à maintenir la circulation et les services essentiels. L'idée était de créer une dynamique où les infrastructures, comme les routes, étaient non seulement protégées, mais devenaient des vecteurs de stabilité. Pour Ibrahim Traoré, sécuriser la mobilité était plus qu'une question militaire. C'était un levier économique et social qui permettait à la population de reprendre le contrôle de ses propres destinées. Les chiffres, désormais vérifiables, ont soutenu son raisonnement. Au lieu de concentrer les forces sur des garnisons isolées, il a prouvé que sécuriser un axe vital permettait de multiplier les effets bénéfiques. Non seulement cela assurait le rétablissement de l'ordre, mais cela favorisait aussi le retour de la vie civile. A l'inverse, les critiques de cette stratégie n'ont pas pu prouver que la multiplication des bases militaires apporterait des résultats tangibles à long terme, bien qu'elles aient offert une protection immédiate. Mais le plus grand point de désaccord ne résidait pas dans l'efficacité de l'une ou l'autre des méthodes, mais dans leur vision à long terme. Tandis que la stratégie classique reposait sur une solution imposée de l'extérieur, celle de Traoré misait sur une résilience endogène, qui donnait au Burkina Faso non seulement un rétablissement temporaire, mais un modèle durable de gestion de la sécurité et du développement. Ce qui semblait être une idée risquée se transforma rapidement en un modèle à étudier et potentiellement à appliquer ailleurs. La route de Bogan-Mani, loin d'être simplement un axe stratégique, est devenue le symbole d'un changement profond. Au début, les sceptiques doutaient de la viabilité de la méthode d'Ibrahim Traoré. Cependant, la réalité sur le terrain a rapidement défié ces doutes. En quelques jours, des preuves concrètes ont émergé. Une baisse significative de la violence, une reprise des échanges commerciaux et un retour progressif à la vie normale pour les villages autrefois isolés. Ce qui semblait au départ une opération risquée s'est avéré être une réussite bien plus grande que prévu.
Les chiffres, qui ont commencé à se multiplier dans les rapports militaires, ont montré que la stratégie de sécuriser la route ne se limitait pas à une simple victoire militaire. Elle représentait la capacité d'un pays à redéfinir son propre avenir. Le retour de la circulation sur cette route, un exploit impensable auparavant, a signifié plus qu'une simple ouverture de voie. Cela a ouvert des possibilités infinies pour l'avenir, aussi bien sur le plan économique que sur celui de la souveraineté nationale. La question maintenant, quel sera l'impact de ce modèle sur le reste du Burkina Faso et au-delà des frontières ? Les résultats de l'opération de sécurisation de la route de Bogan-Mani ont eu des effets bien au-delà de ce qui était initialement prévu. Non seulement cette route a été réouverte, mais elle est devenue un point focal pour une transformation plus large du pays. À travers les semaines qui ont suivi, les conséquences de cette initiative ont commencé à se manifester de manière claire et mesurable. La réouverture de la route n'a pas seulement permis de relier des villages autrefois coupés du reste du pays, mais elle a également apporté un nouvel élan à l'économie locale et régionale. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Après seulement un mois, les échanges commerciaux dans la zone ont augmenté de 38%. Ce chiffre a été bien plus qu'une simple augmentation des transactions, il a symbolisé un retour à la normalité. Les marchés, autrefois déserts et silencieux, ont rouvert. Des familles qui avaient fui le pays par crainte des attaques ont commencé à revenir. Les commerçants ont repris leurs activités et les écoles ont réouvert leurs portes. Les enfants, qui n'avaient pas pu aller à l'école pendant des années, ont pu retrouver une routine quotidienne. Le plus frappant a été l'impact sur les infrastructures. En plus de la réhabilitation de la route principale, plusieurs kilomètres de pistes secondaires ont été réparés, permettant aux communautés rurales de se réapproprier leur mobilité. Des puits ont été réhabilités, et l'accès à l'eau, autrefois un luxe dans cette région du Sahel, est devenu une réalité pour des milliers de personnes. Cette chaîne de répercussions, qui a commencé avec la simple sécurisation d'une route, a permis de changer le quotidien de toute une population. En termes de sécurité, les bénéfices ont été tout aussi significatifs. Les incidents violents dans la région ont chuté de 67% en un mois, et les attaques contre les civils ont diminué de manière drastique. L'idée selon laquelle les routes pouvaient être sécurisées tout en maintenant une certaine mobilité a démontré sa force. Ce n'était pas une victoire militaire classique, où la domination d'un territoire est cruciale, mais une victoire de la résilience humaine. En sécurisant la circulation, le pays a retrouvé sa fluidité, et avec elle, la confiance de ses citoyens. Le modèle de sécurité par corridor a démontré qu'il était possible de créer une stabilité à long terme en contrôlant les flux de mobilité plutôt que la possession physique de territoires vastes et parfois ingérables. Ce modèle, qui semblait audacieux au départ, a montré qu'il pouvait être la clé de la souveraineté pour un pays fracturé. Si l'on pouvait maintenir cette sécurité, non seulement la route de Bogan-Mani serait un point de passage vital, mais elle pourrait aussi devenir le point de départ de la reconstruction nationale. À l'horizon de 6 à 12 mois, plusieurs scénarios sont envisageables pour le Burkina Faso en fonction de l'évolution de la situation. Chacun de ces scénarios repose sur la poursuite ou l'échec de la stratégie de sécurisation des corridors et de redynamisation économique. Ces trois scénarios peuvent être résumés en termes de base, optimistes et pessimistes. Dans ce scénario de base, la stratégie de Traoré se poursuit sur la même trajectoire qu'au début. La route de Bogan-Mani reste sécurisée, et d'autres corridors sont progressivement ouverts à travers le pays. L'économie continue de redémarrer lentement, les échanges commerciaux interprovinciaux augmentent de manière continue et les villages retrouvent leur autonomie. Les militaires et les autorités civiles s'harmonisent de plus en plus dans leurs efforts pour maintenir la sécurité et encourager le développement local. Les initiatives communautaires, telles que la réparation des infrastructures et l'approvisionnement en eau, se multiplient. Cependant, ces attaques sporadiques et persistent dans certaines zones, ce qui nécessite une vigilance constante. Le pays n'atteint pas la stabilité totale, mais une forme de résilience est établie, offrant un espoir réel pour l'avenir. Dans le scénario optimiste, le scénario va au-delà du simple maintien de la situation actuelle. Dans ce cas, la doctrine de sécurité par corridor se stabilise comme le fondement de la politique de sécurité du pays. Les efforts de Traoré inspirent d'autres nations de la région, comme le Mali et le Niger, qui cherchent à appliquer un modèle similaire. Les flux commerciaux et humains se renforcent, et le gouvernement, en partenariat avec des organisations locales et internationales, commence à mettre en place des projets de grande envergure pour reconstruire d'autres parties du pays. Le retour de la confiance dans les autorités, l'ouverture de nouvelles routes
et le retour à une vie quotidienne normale marquent un tournant historique. Le Burkina Faso devient un modèle de souveraineté en Afrique de l'Ouest, démontrant qu'un pays en guerre peut se reconstruire par ses propres efforts sans dépendre de l'intervention étrangère. Dans le scénario pessimiste, malgré les premiers succès, le pays ne parvient pas à maintenir la sécurité à long terme. Les insurgés, réorganisés, lancent des attaques plus violentes et mieux coordonnées contre les convois, perturbant l'approvisionnement et minant la confiance des populations locales. La stratégie de sécurisation par corridor échoue à contenir la violence dans certaines régions, et le pays se retrouve confronté à une instabilité croissante. Les réouvertures de routes ralentissent, et certaines régions, autrefois sécurisées, se retrouvent de nouveau sous contrôle des groupes armés. En conséquence, l'économie se contracte de nouveau, les flux commerciaux sont interrompus, et la population perd espoir. Dans ce scénario, le Burkina Faso pourrait être contraint de revoir sa stratégie, ou de se tourner vers une assistance internationale plus importante. Ces trois scénarios représentent des perspectives différentes de l'avenir du Burkina Faso, mais chacun met en lumière l'importance cruciale de maintenir la sécurité et la mobilité. La route de Bogan-Mani et la doctrine de sécurité par corridor sont devenus le centre d'un processus de reconstruction à la fois symbolique et pragmatique. Leur succès ou leur échec déterminera non seulement l'avenir du pays, mais aussi celui de toute la région. Le succès de la mission menée par Ibrahim Traoré et son armée dépasse largement les frontières du Burkina Faso. Il représente une leçon de résilience, d'innovation et de leadership. Dans ce contexte, il est essentiel de toucher le cœur de ceux qui suivent cette histoire, qu'ils soient burkinabés ou spectateurs internationaux. Le pays est en train de réécrire son histoire, non par la violence ou la conquête, mais par le mouvement, la solidarité et la renaissance économique. Chaque pas fait sur la route de Bogan-Mani est un acte de courage, une déclaration de souveraineté retrouvée. Pour les spectateurs extérieurs, l'histoire de cette route réouverte n'est pas simplement une anecdote militaire, c'est un message puissant sur la possibilité de reconstruire même dans les conditions les plus extrêmes. Cela rappelle que, même dans un Sahel meurtri par des décennies de conflits, il est possible de redonner espoir à une population. Cette mission montre que parfois, ce n'est pas la guerre qui forge la nation, mais les actions quotidiennes de ses citoyens, de ses soldats, de ses dirigeants. Pour le peuple burkinabé, cette route devient le symbole d'une nouvelle ère. Chaque village qu'elle relie, chaque commerce qu'elle permet de rouvrir, est une victoire contre la peur et l'abandon. Les habitants de ces régions, qui avaient vu leurs maisons et leur vie détruites par des années de violence, voient maintenant un avenir où la peur n'est plus le seul élément qui les définit. Ils commencent à croire à nouveau en leur pays, en leur futur et en leur capacité à reconstruire par eux-mêmes. Les spectateurs internationaux, témoins de ce retournement, pourraient voir dans cet exploit un modèle à suivre. Une nation peut se relever de ses cendres, non pas en recherchant des solutions extérieures, mais en s'appuyant sur ses propres ressources et sa résilience intérieure. C'est là le véritable message de la mission d'Ibrahim Traoré. L'espoir, même dans les moments les plus sombres, peut être ravivé par des actions concrètes, mesurables et humaines. Le modèle de sécurisation par corridor développé par Ibrahim Traoré nécessite une approche systématique et des étapes claires pour garantir sa réussite durable. Afin d'assurer la pérennité de la réouverture des routes et la reconstruction du pays, plusieurs actions concrètes doivent être entreprises. La première étape consiste en la continuité de la sécurisation des corridors. Cela implique de renforcer la présence militaire et de multiplier les patrouilles, tout en garantissant que les civils puissent circuler sans crainte. Il est essentiel que l'armée ne se contente pas de protéger les routes, mais qu'elle continue à sécuriser les villages et les zones périphériques en appliquant une stratégie de dissuasion contre les attaques. La deuxième étape porte sur le développement économique local. Le rétablissement de la mobilité permettra la réouverture des marchés locaux, la reprise des échanges commerciaux et le retour de services publics dans les régions isolées. Un développement rapide des infrastructures comme l'eau, l'électricité et les services de santé est crucial pour renforcer la confiance des populations. Les investissements dans des projets locaux comme la réhabilitation des écoles et des cliniques contribueront également à stabiliser la situation à long terme. La troisième étape concerne la formation et la coopération régionale. Le Burkina Faso devrait mettre en place des programmes de formation pour ses militaires, mais aussi pour ses techniciens civils, afin de gérer la logistique et les infrastructures de manière autonome. Par ailleurs, il est crucial d'étendre cette approche aux pays voisins, comme le Mali et le Niger.
Une coopération transfrontalière permettrait de créer des corridors régionaux sécurisés, d'unir les efforts et d'accélérer la reconstruction de l'ensemble de la région du Sahel. La quatrième étape implique le suivi et l'évaluation des progrès. Le système Pulse-Route, déjà en place pour suivre l'évolution de la sécurité le long des corridors, doit être amélioré pour offrir une évaluation en temps réel de l'impact économique et social des mesures mises en place. Ce système permettra d'adapter rapidement les stratégies en fonction des évolutions sur le terrain, tout en assurant un contrôle sur l'évolution des conditions de vie des populations. Le retour de la vie sur la route de Bogan-Mani n'est pas seulement un symbole de victoire militaire, mais aussi un témoignage de la résilience et de la détermination du peuple burkinabé. La route, jadis un simple corridor de peur et de silence, est désormais une artère vitale du pays. À chaque kilomètre parcouru, la population redécouvre le goût de la liberté, la possibilité de reconstruire ce qui semblait perdu à jamais. Le capitaine Lynx, au cœur de cette aventure, incarne cet esprit de renaissance. En se tenant aux côtés de ces hommes, en faisant face aux dangers à chaque tournant, il a démontré que la sécurité et la stabilité ne sont pas seulement le fruit d'une stratégie militaire, mais aussi de la solidarité humaine. Aujourd'hui, après plusieurs semaines, le bruit des moteurs n'est plus simplement celui de la guerre, mais celui d'un pays qui se relève. Comme l'a dit Ibrahim Traoré, « Tant que la route respire, la nation vit ». Ce simple principe, gravé dans les cœurs des Burkinabés, rappelle à chaque citoyen que même dans l'adversité, la mobilité et la solidarité peuvent redonner un sens à la vie nationale. Ce n'est plus une simple route, mais le symbole d'une nation qui renaît, pas à pas. La route de Bogan-Mani est devenue un symbole vivant de la résilience et du renouveau du Burkina Faso. Alors que le pays prend lentement son envol, chaque kilomètre parcouru témoigne de l'espoir retrouvé. Mais ce n'est pas qu'une histoire de route ou de stratégie militaire, c'est une histoire de peuples qui se battent pour leur avenir. Le chemin vers la reconstruction est encore long et l'engagement de chacun reste crucial. Le Burkina Faso a montré que, même face à l'adversité, une nation peut se relever. C'est à vous, spectateurs, de participer à cette évolution. Le Burkina Faso, par son exemple, nous rappelle que chaque action compte, que chaque décision peut façonner l'avenir. Rejoignez la conversation, soutenez les initiatives locales et découvrez plus sur la transformation de cette nation qui inspire le monde entier. Partagez cette histoire, car dans chaque histoire de courage, il y a une leçon pour nous tous. Quand la route vit, la nation respire. Quels sont, pour vous, les prochains pas pour un avenir plus serein? Engagez avec nous dans cette révolution silencieuse.